Bonjour, donc je suis Vincent Fournoux, Émilie Sionnière de Normaclo. Juste une petite introduction donc à propos de Message Business, puisque en fait Émilie et Normaclo sont clients de Message Business. Donc pour que vous compreniez bien le contexte des prochaines minutes, je dois vous expliquer rapidement qui est Message Business. Message Business, c'est une solution d'emailing, de routage d'emailing et de routage de SMS. Donc concrètement, ça vous permet d'envoyer soit en masse, soit de façon plus chirurgicale des campagnes email, newsletter pour travailler notamment votre fidélisation client, travailler sur des fichiers prospects pour transformer vos prospects en clients et faire en sorte que vos clients soient plus fidèles derrière. Au moment de l'organisation de cet événement avec la CCI de Rouen, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a un client dans la région qui pourrait intervenir ? Et donc on a pas mal de clients dans la région, et finalement c'est Normaclo qui apparemment est aussi assez proche de la chambre de commerce qui est ressortie. Et donc Émilie a envoyé ses slides il y a quelques jours, et franchement son témoignage est super intéressant au niveau des usages qu'ils font de l'email marketing, très emblématique de qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'email. Et donc au lieu de d'abord dérouler ma présentation et ensuite, si j'ai un peu de temps, de laisser la place à un témoin, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de commencer par la prise de parole d'Émilie, pour ensuite redonner un peu de contexte et élargir à des bonnes pratiques en général. Donc je laisse la parole à Normaclo. Merci et bonjour. Alors, j'ai pas trop l'habitude. Pardon. Je vais quand même en profiter pour dire qui est Normaclo. Je fais un petit peu de publicité. Donc Normaclo, on est une société basée à côté de Val-de-Reuil, dans l'Eure. On est 70 personnes, une petite PME. Et nous avons notre propre marque de clôture et de portail en acier. Et nous commercialisons donc cette marque auprès de poseurs de clôture. Donc ce sont des produits en acier, et notre cible principale c'est les collectivités, et au travers de prescripteurs, donc d'architectes qui vont préconiser nos produits dans des appels d'offres. Et donc vous pourrez trouver nos produits dans des applications aussi diverses que des parcs, quand vous vous baladez en ville, des parcs, des OPHLM, donc tous les logements sociaux, mais les écoles, etc., etc., des sites industriels, bien entendu. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter d'abord, je vais me présenter moi et mon service, ensuite pourquoi on a fait de l'email marketing, et puis ensuite pourquoi Message Business. Parce qu'on travaille avec Message Business depuis, on se le disait, presque, vous avez été créé en 2007, et nous avons trouvé cette solution en 2009. Nous avons adopté la solution, en tout cas en 2009. Donc on a un petit peu d'expérience sur ce support. Donc 70 personnes, donc là je l'ai déjà dit. Alors, il y a 5 ans, quand j'ai pris en main le service marketing, on s'est dit qu'on avait un problème de notoriété auprès des prescripteurs, donc tout ce qui est architecte, bureau d'études, économiste. Et donc nous avions plusieurs choix en fait pour adresser cette cible, soit des choix classiques, c'est-à-dire le réseau commercial, le marketing direct classique, c'est-à-dire le mailing courrier, ou des salons, enfin divers supports. Alors il se trouve que le réseau commercial est très bon pour tout ce qui est court terme, c'est-à-dire qu'on va vendre et puis on a des objectifs et puis on essaye de faire du chiffre d'affaires rapidement. Sur une cible en fait plutôt long terme, qu'il faut travailler au long terme, c'est très difficile de motiver un réseau commercial. Le marketing direct classique, je vous apprendrai rien en vous disant que c'est fastidieux, ça coûte cher. Enfin voilà, étant paresseuse de nature, je me suis dit ça va être difficile. Ça, on voit pas de retour, on sait pas où ça va, quand ça revient. Donc on a essayé de limiter aussi tous les frais de marketing direct de type mailing courrier. Et puis on a fait quand même un constat qui est important, c'est que la cible des architectes est très mûre sur toutes les pratiques digitales. Donc on en a parlé là avec Fange Daniel, c'est que les pratiques digitales de la cible, il faut quand même en tenir compte. C'est-à-dire que quand on vend auprès d'artisans, les artisans sont beaucoup moins réceptifs
à un email, à des teasings un peu technologiques, etc. Donc ça, on l'a pris en compte. Hein. Donc ça, il faut aussi dire que si on a mis en place cette stratégie, qu'elle a été gagnante, c'est parce que la cible était aussi mûre pour accepter cette stratégie. Alors, la première chose à faire quand bien sûr, dans ce type de problématique, c'est se constituer une base de mail. Et ça, c'est le plus difficile, en fait. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, ça coûte cher, ça doit forcément coûter cher. Plus vous allez mettre de l'argent, plus ça va être qualitatif. Et puis, il faut essayer. Il faut être tout le temps en veille. Sur votre domaine. De toute façon, il n'y a personne d'autre que vous qui allez mieux connaître à qui vendre et quelle base de données se constituer. Et puis, il faut aussi ensuite mettre en place en interne une stratégie pour recenser ces bases de données, parce que souvent, on a des fichiers par-ci, par-là. Enfin, là, je parle aux PME, hein, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a un fichier Excel par-là qui a un certain format, on a un autre fichier par-ci. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà de recenser ce qu'on a en interne. On a des choses sur notre ERP, on a des choses. Il y a toujours des choses qui traînent un peu partout. Donc, il faut avoir il faut se dire, voilà, on va essayer de tout mettre sur un même support et de faire recenser ce qui est aussi à jour, c'est-à-dire avoir une base de données avec des mails qui ne sont pas trop vieux, parce que si on commence à envoyer sur une base de données qui a 10 ans, eh ben on se retrouve, on n'est pas très bien en fait. Hein. On n'a pas de bon taux de délivrabilité et ça peut jouer des tours. Alors ensuite, nous, ce qu'on a fait tout de suite, c'est travailler le fond et la forme également. C'est-à-dire que une fois qu'on a une base de données de mails, on s'est dit, on va quand même pas les lasser. C'est-à-dire que si 3 fois par mois, 4 fois par mois, on leur envoie un message qui est toujours le même ou qui est plus sensiblement le même, eh ben on a des taux de désabonnement qui augmentent en flèche. Donc ça, il faut vraiment veiller à ce que le contenu de ce qu'on va dire, à chaque fois, il faut se demander si on adresse cette cible, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à leur dire, est-ce que ça peut être un intérêt pour eux. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire de la publicité à tout va, il s'agit aussi de donner une information. Et là, on a différentes manières de le faire. Surveiller le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désabonnement, adapter le contenu à la cible et, dernier point, ne pas hésiter à exclure des prospects non actifs. Nous, on a, sur une base de données de mail, on a systématiquement 25% de notre base qui ne répond jamais. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire, ceux-là, je les exclus. Même si ça fait mal, parce qu'on aime bien toujours avoir une masse, avoir un volume. Mais de toute façon, s'ils ne répondent pas, ils n'ont pas répondu 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, il vaut mieux arrêter de leur envoyer des mails et limiter justement les désabonnements. Alors là, j'ai donné des exemples de fond et de forme et de type alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vous verrez. J'ai donné des exemples. Là, c'est un exemple, par exemple, où on cherche à soutenir les commerciaux. Donc là, c'est un exemple. Je sais même pas. Oui, alors c'est suite à un salon, on participe à Batimat. Donc c'est de relancer en fait un contact sur Batimat. Donc vous verrez, on utilise la personnalisation. Donc bonjour Monsieur Tremblay. Donc ça l'impression d'avoir un mail qui est pas un mail venu des robots, mais qui est vraiment travaillé pour lui. On utilise aussi ce genre de mail pour relancer les devis. Donc là, il y a des taux, bien sûr, d'ouverture qui sont très très bons. Mais toujours c'est tout petit volume. Et d'ailleurs, sur cette campagne, ce qui est aussi très intéressant, c'est la signature. On n'est pas on ne s'est pas envoyé par un robot, mais c'est pas non plus la signature fait apparaître quelqu'un qui est là avec une adresse. Normaclo, ça vient pas de nulle part. Ça a une adresse, c'est un numéro de téléphone qu'on peut rappeler. Donc tout ça participe d'une relation de confiance en fait qui se construit dans cette campagne, tout en restant extrêmement simple en termes de design. Ouais, très sobre. On pratique aussi la newsletter, donc là c'est plutôt pour fidéliser les clients, c'est-à-dire que sur une base, donc là aussi c'est pas envoyé à toute une base de prospects, on essaie de cibler soit les clients, soit les prospects suspects, c'est-à-dire ceux qui ont déjà demandé une information, qui ont déjà manifesté un intérêt certain pour nos produits, on les tient informés. Alors on les tient informés sous différentes formes. Là par exemple vous avez un Zoom chantier avec un témoignage architecte. Donc les architectes, ils aiment bien savoir ce que les autres font. Et donc on trouvait que c'était intéressant de leur faire partager un projet d'architecte, sa vision de nos produits et par là même de faire un petit peu de publicité. Et alors toujours avec les call to action en bas, vous voyez, on
on se cache pas, le but c'est quand même de vendre, hein. Donc même si c'est de la newsletter, donc est-ce que vous voulez un devis, est-ce que vous voulez être contacté, est-ce que donc faciliter toujours le retour du client pour qu'il fasse une demande de devis. Et c'est vraiment très ce que vous exprimiez au début sur la démarche relationnelle, de se mettre à la place de la cible, est vraiment bien exprimé là. On s'adresse à des architectes et on fait parler un architecte comme témoignage client. Donc le contact destinataire est pleinement concerné par la campagne. Là, c'est également pour une cible d'architecte. Donc là, quand on a voulu se faire connaître auprès de cette cible, on s'est dit on va faire des produits un peu différents. C'est quand même ça qui fait qu'il y a un intérêt pour cette cible. Et donc on a mis en place, on a développé une gamme de produits artistiques. Donc, pour ceux qui sont de Rouen et de la région, ils connaissent peut-être l'artiste Ronel. Donc avec l'artiste Ronel, on a dessiné une gamme spécialement pour les architectes. Et puis on a fait un email, voilà, pour susciter l'intérêt. Alors c'est pas le produit qui se vend le plus facilement parce que c'est quand même très haut de gamme, mais ça suscite un intérêt et ça c'est notre volonté. C'est-à-dire que c'est pas forcément derrière, on va pas chercher de la vente, on va aussi chercher des produits qui attrapent l'œil et qui vont ensuite faire qu'on va peut-être vendre autre chose qui est plus dans le budget classique. Et excusez-moi, Émilie, mais c'est il y a là autre élément intéressant dans cette campagne, c'est le déclencheur d'action. Je souhaite recevoir le carnet Ronel, qui j'imagine pour le recevoir, ça doit pas être trop cher. Ah bah c'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Donc c'est un vrai déclencheur d'action où la personne, le destinataire, peut rentrer en relation avec vous sans véritablement s'engager dans quelque chose de compliqué comme demander un devis. Donc la relation se construit avec ce magnifique déclencheur d'action qui est en plus super visible. On sait où cliquer là dans cette campagne. Donc là, on est plus sur un déclencheur de demande de devis. Donc c'est un produit plus classique qui s'adresse à une cible de piscinistes qui doivent clôturer leur piscine selon la norme, les dernières normes sorties en 2009, je crois. Et donc, vous voyez un visuel toujours. Alors nous, notre objectif, c'est on a du contenu sur notre site, donc c'est de le faire partager. Alors on fait venir du trafic, puisqu'on a parlé de référencement naturel ce matin. On fait venir du trafic par le référencement naturel, mais aussi on envoie à chaque fois qu'on a une nouveauté, un nouvel article ou quelque chose, on essaye de le transformer pour réutiliser ce contenu en faisant un peu de duplicate content quand même, mais on réutilise ce contenu sous diverses formes pour l'envoyer à nos mails et en essayant de cibler au mieux. Donc ici, on a des demandes de catalogue. Alors, on sait typiquement en fait ce qui va générer énormément de demandes. On sait que par exemple, demander un catalogue, c'est ce qui nous coûte le plus cher, puisque c'est ce qui est en impression, en envoi, etc. Mais c'est aussi, plutôt que traditionnellement on fait un catalogue et on l'envoie à sa base, plutôt que de faire ça, on se dit on a un catalogue, demandons à une maximum de personnes qui est intéressée. Et donc on espère, par ce biais-là, de faire des envois plus ciblés. Donc ici, pareil, on recrutait de nouveaux prospects. Donc toujours avec là on présente un produit avec un petit descriptif et puis le déclencheur, c'est recevoir la fiche produit ou le cahier des charges. Et on voit, on a intégré là les fameux pour partager avec Facebook. Donc on est un petit peu sur tout ce qui est réseau social, mais bon, on n'est pas. Enfin voilà, on le fait parce que on nous a dit que c'était quand même bien, mais on n'en voit pas vraiment d'intérêt pour l'instant. Alors maintenant, pourquoi Message Business? Alors au départ, en 2009, on s'est dit, le premier critère que j'avais, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, on voulait plus passer par un prestataire. Qui allait gérer il faut envoyer là-bas, c'est quand même très confidentiel. Il faut après vérifier qu'il a son gabarit de mailing, il l'a bien fait, que ça va. Voilà, s'il met juste une image, on sait que ça passe pas. Enfin bref, on avait pressenti en 2009 qu'il fallait être autonome, parce que c'est vrai aussi d'un point de vue coût également. Donc le coût aussi, il faut. Même si le coût facial d'un routage de mail est vraiment très très accessible,
Le vrai coût, il est en interne. Le coût, c'est la personne qui va gérer les envois, qui va regarder à chaque fois ses statistiques, qui va faire le modèle, etc. Donc, le vrai coût, il ne faut pas se focaliser sur le coût du routage, qui, à mon sens, est vraiment minime. Le vrai coût, c'est l'investissement en temps qu'on fait en interne pour être pertinent sur l'outil. Et ça, je pense que si on veut être autonome et on veut être pertinent, je pense que c'est indispensable. Alors, j'ai listé après des fonctionnalités, dans ce qu'on en retire et ce qu'on trouve être le plus appréciable. Alors, c'est vraiment en vrac. Alors, l'import de fichiers, ça c'est un point essentiel. C'est-à-dire, il faut que quand on importe un fichier, constamment on a des fichiers, des mises à jour de fichiers à faire. Avec Message Business, en fait, on peut garder l'historique. C'est-à-dire que vous avez un fichier, un email qui a une certaine information et un date T. À T+1, il peut avoir, c'est le même mail, mais vous avez une information supplémentaire et vous pouvez le rafraîchir. Et donc, ça va pas diminuer votre historique, ça va maintenir en fait l'historique et notamment sur le désabonnement, ce qui est vraiment très important. La possibilité de mapper tous les champs en dynamique. Alors je vais peut-être un peu vite, je sais pas. Sur la partie message business. Voilà, je pense que vous serez plus pertinent que moi. En tout cas, possibilité de mapper tous les champs en dynamique, c'est-à-dire se dire voilà, quand j'importe ma base de données, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que de quel champ est-ce que de quel champ je vais me servir? Et vraiment de travailler en activité, en produit, en chiffre d'affaires. Et le tout, c'est pas d'importer 15 000 champs dont on va pas se servir, ce qu'on a fait nous, bien sûr. Donc là, c'est vraiment ce que je disais en inconvénient, c'est qu'il faut être très rigoureux quand on importe ces fichiers et se dire systématiquement, si je veux discriminer mes envois de mails par rapport à une activité, il faut que je rentre mes activités toujours sous le même format, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut un peu de travail, de réflexion sur ce qui est pertinent dans sa base de données, ce qu'on va avoir systématiquement, et puis quand on l'importe, il faut avoir la rigueur de mettre sous Excel en forme correctement pour que ça se fasse bien. Les modèles d'emailing, alors ça a été mis en place il y a 1 an, je crois, chez Message Business. Alors au départ, nous, on avait beaucoup investi dans les modèles d'emailing, on faisait plein de choses, on trouvait que c'était très bien. Donc on se dit non, c'est pas pour nous. Et puis au final, on y est venu parce que déjà vous le faites mieux que nous. Et puis ça a simplifié beaucoup la création d'un emailing. Et puis surtout, c'est compatible avec les mobiles. Et ça améliore quand même le taux de délivrabilité. C'est-à-dire que vous avez bien pensé à l'aspect texte, proportion de texte, image. Bref, on a passé tous nos modèles sous vos modèles et ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on utilise aussi beaucoup la programmation d'opérations. C'est-à-dire que quand vous faites une info produit, vous savez que vous allez faire 3 infos produits dans les mois qui suivent. Plutôt que d'en faire un à un instant T, un autre à T+1 dans un mois, il faut se remettre dedans, il faut se reposer les questions. Vous pouvez dès l'instant T en programmer 3 d'avance. Et puis comme ça se déroule. Alors bien sûr, il ne faut pas faire toute l'année comme ça parce qu'il faut être un peu réactif quand même. Oui, on a un client qui avait programmé ses campagnes pendant 1 an et qui finalement lui générait trop de chiffre d'affaires. C'est vrai, et qui a été obligé de toutes les arrêter parce que le service commercial était débordé. C'est une histoire vraie. Ça ne nous arrive pas, nous. Possibilité de personnaliser, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Donc ça c'est possible que si vous avez une base de données super propre, parce qu'il faut se méfier quand même si c'est monsieur Charles Dupont, si vous dites bonjour Dupont, c'est pas terrible. Donc il faut avoir une base de données bien travaillée pour pouvoir personnaliser, mais ça je pense que ça marche très très bien. Alors aussi le conseil, le support technique, on a vu évoluer aussi. Vous faites beaucoup de divers supports, soit des formations vraiment physiques, on va chez vous. Donc ma collaboratrice y a assisté, ça a apporté beaucoup de choses. Soit les 90 minutes le midi. Enfin, il y a diverses façons. Vous avez vraiment beaucoup aussi pour le référencement naturel, certainement. Mais ce sont des contenus dont on se sert en fait et qu'on regarde régulièrement, qui donnent des idées. Donc ça c'est bien.
Les statistiques sont claires, donc ça aussi. Alors les trois choses qu'on regarde, nous, on n'est pas non plus. Voilà, c'est taux d'ouverture, taux de clic, taux de désabonnement. Et ça, on regarde quand même relativement souvent, parce que parfois un visuel on peut avoir l'impression qu'il est super et puis ça marche pas. Donc il vaut mieux pas s'enferrer dans un modèle. Il faut essayer, il faut s'adapter en fait. Et le dernier point, c'est la possibilité de cibler les contacts actifs, c'est-à-dire cibler un contact par rapport à son comportement. Donc ça aussi, vous donnez la possibilité, quand le contact, par exemple, n'a pas été actif pendant X opération, il nous est arrivé d'envoyer un mail en disant « Est-ce que vous voulez toujours faire partie de notre base ?» C'est-à-dire, même s'il il était en opt-in avant, et lui reposer la question, est-ce que pour éviter le désabonnement, on va prendre les devants, on va lui demander s'il veut rester toujours dans notre base et recevoir des actualités de notre part. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. C'était vraiment, je trouve, très intéressant parce que justement, ça couvre l'ensemble des bonnes pratiques. Et quand vous disiez juste avant que vous passiez du temps à consulter les statistiques, ça fait partie des bonnes pratiques, se dire comment ma campagne a fonctionné. Donc, merci beaucoup, Émilie. Merci. Je vais rester là. Bon, on n'est pas emmêlés. Donc maintenant, je pense que vous savez qui est Message Business, donc je ne vais pas vous redire ça. Donc maintenant, je vais redonner un peu de contexte général sur des tendances et pourquoi faire aussi de l'emailing et comment faire de l'emailing en 2014. Donc en point de repère, c'est se dire d'abord c'est le canal roi pour communiquer avec un contact dont vous avez collecté le consentement d'une manière ou d'une autre. Et si on met en regard avec Facebook, qui est pourtant le réseau social le plus puissant, avec plus d'1 milliard de membres, aujourd'hui il y a près de 4 milliards d'adresses email en activité, d'adresses email actives. Donc c'est un canal extrêmement puissant, et quand on parle ensuite en B2B pour toucher les architectes, d'autres diverses professions, clairement l'email est incontournable. Autre élément pour asseoir ça, c'est il y a eu un sondage qui a été fait aux États-Unis il y a un peu plus d'1 an, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez comme canal pour communiquer ? Email numéro 1, SMS numéro 2. Donc aujourd'hui, on voit, pourtant, ce sont des canaux téléphone, email extrêmement matures, et pourtant, ils sont encore très, très, très utilisés. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit dans ces efforts, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans la mise en œuvre de nos actions. Garder du temps pour la communication par email. Autre élément à garder à l'esprit, comme vous le soulignez, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de contacts, de destinataires, consultent leur email sur un autre terminal que l'ordinateur, soit sur smartphone, soit sur tablette. Donc, c'est une vraie chance parce que vous pouvez désormais contacter votre destinataire tout le long de la journée. Le matin, sur son téléphone mobile, il va consulter une première fois son mail, et si ce mail l'a intéressé, il reviendra dessus à un moment dans la journée pour accomplir une action, par exemple demander un catalogue. Donc cette dimension multiterminale est en croissance très très forte depuis 2-3 ans, depuis que l'avènement des smartphones, et a encore été constaté récemment. Et donc la conséquence de ça, du fait que c'est vraiment le canal incontournable, c'est que c'est un canal qui est très utilisé. Ça, c'est le nombre de campagnes qui sont envoyées par les routeurs membres du SNCD, le Syndicat National de la Communication Directe. Donc il y a bien d'autres biais pour envoyer des emails, mais c'est pour vous montrer une tendance. Il y a de plus en plus d'emails qui sont envoyés par les entreprises, soit sur leurs contacts professionnels, soit sur des particuliers. Et donc derrière, ça vous oblige, soit en tant que prestataire, soit en tant qu'entreprise, à monter en professionnalisme et en efficacité pour que ces campagnes atteignent leur but derrière, parce qu'évidemment, vous êtes en concurrence avec d'autres. Et ça, c'est une tendance de fond, ce besoin d'efficacité, de pertinence dans les campagnes, qui a commencé à émerger. On a commencé à entendre des discours à partir de fin 2012-2013. Il faut commencer à segmenter ses bases, il faut adapter ses messages, et c'est quelque chose qui est vraiment
au cœur de la problématique aujourd'hui d'un emailing réussi. Et quand vous dites que au bout d'un certain temps, vous purgez vos bases des contacts qui sont inactifs, ça participe exactement de ces bonnes pratiques. C'est tout d'un coup, on s'aperçoit que des gens répondent pas, et ben on va pas continuer à les stimuler derrière. Donc, si on devait faire une sorte de règle du jeu, comment aujourd'hui réussir des campagnes email? Ben, premièrement, il faut des déclencheurs, des morceaux de fruits dans vos campagnes. Pensez à vos cibles, qu'est-ce qui vont les intéresser et qu'est-ce qui va les faire cliquer à l'intérieur. Le catalogue gratuit, le carnet de tendance, etc. Tout ça, ça va être un vrai incitateur. Donc, il faut d'abord penser à ça en fonction, évidemment, des cibles qui ont été identifiées. Et c'est un travail important. Si vous ne faites pas ce travail sur les cibles, ben, les déclencheurs n'auront pas été pensés correctement, donc les campagnes ne seront pas efficaces. Et vous aurez ensuite 3 typologies de campagnes avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Soit des campagnes événementielles, promotionnelles, pour de type solde, de type pour annoncer un nouveau produit, pour faire une invitation à un événement. Il se passe quelque chose. Deuxième typologie de campagne, c'est des campagnes de nature un peu plus relationnel, où vous allez travailler plutôt sur les contenus. C'était le témoignage de l'architecte qui est ensuite envoyé à ses pairs. Tout ça progressivement laisse une graine dans l'esprit du destinataire, et à un moment, au moment soit d'hésiter en se disant ah tiens, est-ce que je vais choisir tel ou tel prestataire, ou au contraire je suis en relation avec ce prestataire depuis longtemps et j'hésite à le quitter parce que peut-être il me semble un peu cher, par exemple. Ce travail relationnel que vous aurez fait dans la durée, démontrant la qualité des produits, démontrant des choses comme ça, feront que, au final, eh ben, ça renforcera sa fidélité. Donc, n'oubliez pas cette dimension relationnelle, parce que c'est ça qui, au moment où vous allez envoyer du promotionnel, le message sera beaucoup plus facilement accepté et perçu comme ayant un intérêt. Et finalement, troisième typologie de mail, c'est les mails de rebond, qui sont dans la relation client. Vous récoltez un contact, après un salon, vous lui envoyez un message, vous venez de terminer une prestation, vous lui demandez est-ce que tout s'est bien passé, au bout de X euros de chiffre d'affaires, vous lui envoyez un petit mail particulier. Donc c'est tout le long tout le long de la relation avec ce contact, vous envoyez des messages qui se déclenchent plus ou moins automatiquement. Et tout ça construit la relation avec vos destinataires. 2 autres petits points à garder à l'esprit, c'est une dimension de la complicité. Il faut qu'il y ait quelque chose un peu d'âme qui parle à l'intérieur de vos campagnes. Le témoignage de l'architecte, c'est ça. C'est dire, c'est pas, on vous envoie juste des clôtures. On a compris quelque chose de vous en tant que cible, et on met à travers le choix des textes et le choix des photos un supplément de proximité. Et deuxième aspect, c'est l'organisation stratégique et opérationnelle. Quand il s'agit d'envoyer une campagne de temps en temps, on peut faire ça entre guillemets un peu n'importe comment. Si on commence à se dire on veut envoyer des campagnes sur les architectes, mais aussi sur les maîtres d'œuvre, sur les collectivités, si on commence à bien segmenter ces cibles et qu'on veut régulièrement les stimuler, on se retrouve à devoir faire 30, 40, 100 campagnes par an en fonction des typologies d'entreprise. Et donc là, il faut commencer à bien s'organiser, sinon vous allez perdre énormément de temps en production et en fabrication, et donc au final en efficacité. Alors, pour réussir vos campagnes, il y a un premier aspect, on l'a vu, c'est ce qui est dans la base contact. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du mot data. Donc en fait, data, c'est les contacts. On parle de big data, de smart data. Alors, conseil entendu encore là juste avant, donc je ne fais que répéter en fait ce qui a été dit, c'est de partir, la structuration de votre base, c'est en gros les colonnes de votre fichier. Nom, prénom, chiffre d'affaires, ancienneté, produits achetés, etc. Donc il y a des bases contacts qui ont des centaines de champs, donc quelques 10, donc 4-5. 4-5, ça peut commencer à être un tout petit peu juste pour faire les choses efficacement. Mais dans tous les cas, partez de votre besoin marketing pour structurer votre base, plutôt que l'inverse, de partir de votre base contact telle qu'elle serait dans votre logiciel de facturation avec des centaines de champs en se disant bon voilà, je vais tout mettre et puis on verra bien. Non, partez bien de votre besoin marketing là pour 1 an, 2 ans, 3 ans et identifiez les champs dont vous avez véritablement besoin pour avoir une base plutôt simple, plutôt consolidée.
Ces informations vont servir à plusieurs choses, à segmenter, donc bien cibler correctement vos destinataires, réfléchir aussi aux moments clés auxquels envoyer vos messages. Par exemple, vous avez collecté un contact sur un salon le 15 janvier et vous dites tiens 2 jours après cette date je veux envoyer un mail suite à l'arrivée dans ce salon. Eh bien c'est une information extrêmement importante. Date s'il y a des personnes qui sont dans le tourisme, je sais pas s'il y a des lieux d'accueil, des réceptifs, etc. La date de départ de votre lieu d'accueil est une date extrêmement importante parce que vous pouvez vous dire le lendemain je voudrais lui envoyer une enquête de satisfaction. Donc cette réflexion sur les moments et sur les dates associées peut être très importante. Il y a ce qui participe de la personnalisation pour dire bonjour monsieur machin. Ça c'est évidemment il faut que l'information soit présente pour que la personnalisation fonctionne. Pour parler d'une manière différente à un homme ou à une femme. Tout ça participe de la personnalisation. La mesure de l'efficacité au regard de vos indicateurs qui sont importants pour vous, le clic, l'ouverture, mais après ça peut être le nombre de commandes, ça peut être voilà. Donc il faut que ce soit déterminé en amont pour que la campagne fonctionne. Et dernier point, il y a ce qui relève de la réputation d'émetteur et donc le fait de ne pas arriver en spam. Et on parlait justement juste avant de je n'envoie pas un message sur des adresses qui ont 5 ans ou 10 ans parce que je sais que ça va me poser un problème en termes de bonne délivrabilité d'arriver en boîte de réception du destinataire. Clairement, c'est quelque chose qui remonte de la base contact parce que nous, tous les jours, on a des gens qui nous appellent au téléphone en disant ouais, j'ai trouvé un vieux fichier qui date de 2004-2005, voilà, et donc je vais utiliser votre solution pour nettoyer mon fichier. Tout ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est des risques que vous prenez pour votre réputation d'émetteur, et à un moment aussi pose des questions en termes de déontologie, voire tout simplement d'application des règles légales. Donc pensez à ça en amont, c'est un travail qui va prendre un petit peu de temps, et évidemment là c'est pas en 3 minutes qu'on va le couvrir et qui est propre à chacun de vos activités, et c'est à la fois une dimension stratégique, d'abord et avant tout, mais aussi technique pour aller puiser les bonnes informations dans votre base ou dans vos bases contacts. Alors concrètement, au final, ça peut être ça, une base contact, là on est dans le domaine touristique, type de client, l'origine de la réservation, donc là ça vient de Expedia, d'une réservation téléphonique, un niveau de chiffre d'affaires, une date de fin de séjour, durée du séjour, type de séjour, niveau de satisfaction exprimé. Donc là, on est sur une base extrêmement consolidée. C'est un peu un exercice quasiment théorique pour arriver à ça. Mais là, on a déjà quelque chose qui permet d'être très efficace dans la réalisation des différentes typologies de campagnes emailing. Alors quelques exemples, pourquoi c'est important de cibler. Donc 2 exemples, c'est Zadig et Voltaire et Moncler qui sont 2 marques de prêt-à-porter bien connues. Et donc là on voit le mail de Zadig et Voltaire. Là donc je m'inscris sur le site de Zadig et Voltaire, je reçois un premier mail et ensuite je suis exposé à un certain nombre de campagnes. On va dire c'est une séquence d'accueil qui est définie par Zadig et Voltaire. Tout va bien? Non, tout va pas bien parce que en fait, c'est Jean-Pierre qui s'est inscrit et Jean-Pierre ne reçoit que des produits à destination d'un public féminin ou éventuellement c'est parce que Jean-Pierre veut offrir des cadeaux à son épouse. Mais bon, à un moment, je pense que c'est quand même pas tout à fait dans la cible, d'autant plus que Zadig et Voltaire a une collection pour les hommes. Moncler, on voit le même Jean-Pierre qui s'inscrit chez Moncler et il reçoit bien des produits qui lui sont destinés. Alors ça semble presque miraculeux. Et comment ils sont arrivés à ça? Tout simplement, c'est que quand je m'inscris chez Zadig et Voltaire, je mets mon adresse email. Point final. Donc évidemment, je sais pas, on peut pas reconnaître le sexe d'une adresse email. Et au contraire, chez Moncler, on dit je suis une femme ou un homme. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui remonte vraiment en amont parce qu'il faut penser, j'ai besoin du champ homme-femme et j'ai besoin que dans mon formulaire d'inscription, il y ait homme-femme. Donc c'est un sujet technique, mais qui au fond derrière est quand même une problématique de base et c'est vraiment surprenant que Zadig et Voltaire n'aient pas pensé à cette technologie fabuleuse de pouvoir distinguer les deux. Autre exemple, donc ça c'est un mail qui est envoyé pour relancer, c'est un éditeur de presse, donc super relance pour se restimuler l'abonnement et on offre une mallette à secret et sa boîte Gigong, donc c'est vraiment très très stimulant. Mais là aussi problème, c'est que c'est envoyé à quelqu'un qui a 15 ans, donc la mallette à secret
ça ne va pas. Donc on voit là, gros effort, investissement, création, tout ça, ça a dû coûter des fortunes, mais au final, c'est vraiment, c'est pire que ne rien faire. Donc je passe vite, hein, parce qu'on n'a évidemment pas beaucoup de temps. Quelques conseils sur la notion de cycle client et tout ce qui relève de l'accueil d'un contact. Vous collectez un contact sur un salon, dans un magasin, en boutique, sur un site de e-commerce, vous collectez ce contact. Pensez une séquence d'accueil de ce client. Et là, c'est un exemple intéressant avec Darty. Donc, je deviens client chez Darty, donc la grosse entreprise. Bienvenue dans un monsieur, c'est personnalisé. Ensuite, c'est Darty Montmartre qui est le magasin de rattachement de ce contact. Donc, personnalisation de l'accueil, et ensuite abonnement et newsletter. Donc on voit bien sur cette séquence d'accueil, en quelques mails envoyés, on voit aussi la pression, hein, 20, 23, 24, 27, 1er octobre, ça n'arrête pas. Il y a un enjeu aussi derrière à garder l'esprit, c'est que si vous voulez remonter dans les boîtes de réception, il faut quand même marquer un petit peu le coup. Et comment on marque le coup? C'est en étant dans la personnalisation et dans la variété des messages. Il y a d'un côté Darty Montmartre qui me parle, de l'autre côté la partie relationnelle Darty et vous, et Darty.com. Autre séquence d'accueil dans un univers qui n'a rien à voir, c'est B2B. Je fais une demande de documentation pour à l'école française de comptabilité. Donc il y a certains sites, on leur fait une demande de documentation et ils disent on reviendra vers vous le plus vite possible, ou message confirm, donc vraiment des choses très très basiques. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Je reçois immédiatement un message de la présidente de l'école française de comptabilité, j'ai du mal avec le mot comptabilité, et qui dit bah voilà, on est là, on a bien reçu votre demande, on va la traiter, vous pouvez voir où on est sur les réseaux sociaux, donc déjà un premier engagement. Et ensuite le lendemain il y a le service commercial qui revient vers moi et qui me demande des informations complémentaires en fonction de ce que j'ai saisi dans le formulaire. Donc là on est sur une séquence d'accueil avec de la proximité et de l'efficacité. Et on est en plein dans la problématique de l'emailing, parce que ensuite, quand je vais recevoir une semaine après ou un mois après la brochure par mail ou des informations un petit peu plus commerciales, ben, j'aurai gardé à l'esprit qu'ils ont été sérieux dans la manière de m'accueillir. Donc ça participe clairement de l'efficacité marketing et technique, parce que j'ai reçu ces premiers messages, les suivants passeront mieux derrière. Un autre exemple, un peu plus tard dans la relation avec le client, j'ai acheté sur internet un vélo, et ensuite il me renvoie un mail en disant quelle est la probabilité que vous commandiez d'autres produits ou que vous parliez de moi, en notant de 0 à 10. Donc au lieu de renvoyer, disons ce qui est très bien, renvoyer une enquête de satisfaction c'est super, mais là à travers cette enquête, dès le clic, il y a une information très intéressante qui va être renvoyée à l'e-commerçant. Si je suis dans les 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est que les choses se sont pas super bien passées. Si par contre je suis dans les zones élevées, on est dans quelque chose de très où les choses vont très bien. Donc ensuite je peux déclencher des campagnes automatiquement. Si je suis dans 8, 9, 10, j'aurais tout intérêt à lui envoyer une autre campagne en disant tiens, parlez de moi sur les réseaux sociaux. Inversement, si c'est là, c'est pas le moment de lui dire tiens, va parler de moi sur les réseaux sociaux. Donc dès cette campagne, une campagne d'enquête de satisfaction, il y a une information qui va remonter dès le clic et qui est plutôt astucieuse. À un autre moment de la relation client, on parle souvent de tout ce qui est abandon de panier, retargeting. Est-ce qu'il y a des e-commerçants dans la salle, des gens qui font de la vente en ligne? Donc voilà, quelques-uns. Donc l'abandon de panier a un vrai enjeu dans le e-commerce, avec deux exemples, avec pas véritablement d'agressivité commerciale qui est bah ouais tiens t'as mis ça dans ton panier, vite il faut que tu l'achètes, mais plutôt bah voilà, on a de la livraison, le retour gratuit, bref une information de proximité qui va peut-être à un moment me faire basculer comme client. Autre tendance assez intéressante, c'est en fonction du comportement que vous constatez de vos destinataires, vous allez faire varier la pression. Donc là, la rue du commerce, gros e-commerçants, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils font, c'est là, je suis inactif chez eux, ils m'envoient une newsletter une fois par mois. C'est relativement calme. Le 16 septembre, j'ouvre une offre. Donc là, je dis quelque part à l'e-commerçant, je commence à me réveiller, là je suis en intérêt pour tes offres. Et à partir de là,
pendant une session qui va durer à peu près 1 mois, je vais être littéralement arrosé de messages pour me pister. Et au fur et à mesure des ouvertures, cette pression va continuer à s'exercer. Donc ça, c'est évidemment, ça peut avoir une perception agressive si vous vous mettez dans la peau de je ne suis pas intéressé par rue du commerce. Mais si j'ai commencé à cliquer ici sur le bon d'achat, c'est que derrière, j'avais bien mon idée en tête en termes de j'étais intéressé par les produits. Donc de recevoir ça ne va pas nécessairement me faire percevoir ça comme de l'agressivité. Et d'autre part, le but, c'est aussi de vendre derrière. Et il y a aussi une partie, quand on fait de l'emailing, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, et il y aura toujours des gens qui se sentiront peut-être un tout petit peu envahis par vos messages, mais est-ce que pour 5 envahis, si vous en avez 50 qui sont contents et qui deviennent des prospects heureux, voire des clients, bah, ça peut valoir le coup de passer par là. Un mail plutôt amusant dans cette notion de proximité, c'est un mail anniversaire et c'est envoyé à J+1 après la date anniversaire en disant « Oups, on n'a pas fait exprès ». On a oublié de vous fêter votre anniversaire, on voit le mail le lendemain, donc c'est plutôt amusant, avec quand même un bon de réduction, et c'est une approche un peu décalée, cette notion de proximité, et en même temps c'est envoyé quand même clairement au bon moment. Autre exemple de mail sur date anniversaire, pas de mail, pas de l'anniversaire au sens date de naissance, mais une date anniversaire, c'est 1 an après un voyage. Il y a 1 an, vous étiez à Malaga. Bon, bah voilà, opportunité pour le voyagiste. Il y a 1 an, vous étiez dans mon hôtel. Il y a 1 an, vous faisiez... Voilà. La date, c'est vraiment quelque chose qui peut être très riche dans plein de métiers et sur lesquels vous pouvez très facilement ensuite automatiser les campagnes. Donc, profitez de l'utilité de ces champs-là parce que derrière, ils vous permettent d'être dans une personnalisation avancée. On parlait d'un moment purger ces inactifs. Voilà, le mail qu'envoie un Saranza en disant bah, ne me quitte pas, on a constaté que tu n'ouvrais plus mes messages, est-ce que tu veux vraiment nous quitter? Donc il y a différentes manières de gérer cette stimulation des inactifs, hein, mais ça participe de cet objectif d'enlever les adresses les plus inactives au bout d'un moment. Alors là, on est sur un exemple très riche d'une newsletter qui est entièrement personnalisée, qui est envoyée suite à la réservation d'une chambre d'hôtel, où en fonction du lieu de l'hôtel, en fonction de la météo, en fonction d'activités de partenaires autour de l'hôtel, une newsletter entièrement personnalisée va se construire automatiquement suite à la saisie de la réservation. Donc là, je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui sont suffisamment évoluées pour aller vers ça, mais c'est se dire qu'est-ce que je vais pouvoir personnaliser à l'intérieur de mes campagnes pour être au plus proche de l'intérêt. Un mail de confirmation de réservation qui n'a pas d'utilité, bah au final, ça ne sert à rien de l'envoyer. Donc il y a une vraie réflexion en disant qu'est-ce qu'on peut mettre comme morceau de fruit intéressant à l'intérieur dans ce mail qui au fond n'a pas beaucoup d'utilité. Une confirmation de réservation, c'est pas non plus le mail le plus critique qui soit en termes marketing, et ils ont rajouté de la valeur à travers la personnalisation et la proximité. Et à côté, vous avez la version mobile, optimisée mobile, donc comme responsive. Donc pas oublier les autres essentiels. Je sais pas où on en est en termes de temps. 3 minutes. Bah, on est mal. Donc n'oubliez jamais que tout se joue sur l'entête. L'entête, c'est le nom d'émetteur, l'email émettrice, l'objet du message et la première ligne du message. Ces 3 composantes sont très importantes et souvent on oublie la première ligne du message. Aujourd'hui, 50% des mails n'utilisent pas cette première ligne alors qu'elle est, là vous le voyez en prévisualisation, elle est vraiment importante. Le message, déclenchement et rassure. On est une entreprise sérieuse, on a pignon sur rue, etc. Le rassurer, c'est très très important pour que la personne clique dedans. Et ensuite, la landing page. Exemple d'un en-tête, nom d'émetteur, objet du message, première ligne, tout ça est très très complémentaire. Bon, c'est un peu guerrier dans l'approche, c'est vraiment dans le dur, mais les 3 composantes sont bien travaillées. Un autre exemple d'objet de message, découvrez les Açores, quelque chose qui fait rêver, et profiter de 100 €, un vrai déclencheur, quelque chose qui est stimulant. Et derrière, une offre, un mail très riche. L'univers du voyage est très riche en travaux éditoriaux avancés au niveau de leur campagne. Comment envoyer beaucoup de campagnes? On se dit il faut régulièrement les stimuler. C'est en travaillant sur l'éditorial et la variété des messages.
Là, on est sur un autre e-commerçant, aussi client chez nous, et donc il envoie une newsletter, régulièrement un mail événementiel et de temps en temps des conseils pour utiliser ces produits qui en l'occurrence sont des perles et autres produits pour créer des bijoux. Donc là il a bien créé une stratégie d'email marketing et je pense que je vais m'arrêter là-dessus vu qu'il reste que 3 minutes parce que c'est très évocateur d'une stratégie réussie. C'est j'ai réfléchi à mes cibles en fonction de mon produit et j'ai créé une vraie complémentarité des contenus qui va me permettre au final d'envoyer 3 à 5 mails par mois sur ces destinataires. Si je n'envoyais que ma newsletter 5 fois par mois, bah évidemment qu'il y aurait un sentiment d'épuisement au niveau de la base des destinataires qui progressivement n'ouvriront jamais les messages. Par contre, si j'envoie de temps en temps un tutoriel qui est là le cas de chez vous du témoignage et de temps en temps un mail événementiel avec une nouvelle offre derrière, au moment d'envoyer la nouvelle offre, elle sera ouverte, attendue et le destinataire sera prêt à la regarder et peut-être à l'acheter puisque c'est l'objectif. Donc il restait encore quelques éléments, mais ce que je vous propose c'est éventuellement si vous avez quelques questions d'y répondre. Et évidemment on n'a pas beaucoup de temps, c'est le but du jeu. On prendra le temps nécessaire pour les questions. Mais je pense qu'il y aura des questions. Des questions sur les mailings ou des questions à Émilie aussi sur la manière dont elle a, même si elle a été très claire sur son retour d'expérience, des questions sur Émilie, effectivement, sa manière effectivement d'appréhender aussi, parce que parfois toutes les campagnes ont été positives. Est-ce que toutes les campagnes sont positives? Il faut reconnaître que non, loin de là, non, loin de là. Encore une fois, ça dépend aussi des cibles. Quand on communique vers notre cible professionnelle, c'est-à-dire des poseurs de clôture, des artisans, des serruriers, des maçons, on s'attend pas à avoir des taux d'ouverture phénoménaux. Donc en fait, on a une pression marketing sur cette cible qui est quasi minime en fait. C'est une fois par mois sur des choses très particulières avec par exemple des astuces de pose, des infos produits très précises. Avoir une interview d'un architecte, ça les intéresse pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est du concret, des prix, des délais. Donc, on n'a pas non plus en tant que PME, on n'a pas une actualité brûlante pour pouvoir leur dire 5 fois par mois des choses. Donc, on essaye de le faire le moins possible, que ça soit pertinent. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur les campagnes ? Oui, bonjour, j'imagine que le secteur d'activité, justement, pour madame les architectes, c'est quand même spécifique, mais si on devait parler de statistiques à l'ordre général, le taux d'ouverture, justement, sur une campagne d'emailing comme ça, alors, par définition, les moyennes sont un peu... on leur limite, hein, mais un taux d'ouverture moyen d'une campagne, c'est de l'ordre de 20%. C'est un point de repère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en B2B, on sera souvent en dessous, parce que les professionnels sont très sollicités, n'ont pas nécessairement le temps d'ouvrir leur campagne, et que par contre, en B2C et en fidélisation, on peut très rapidement arriver à des taux d'ouverture de 35, 40, 45% en fonction des campagnes. Donc voilà, 20% c'est la moyenne, mais après, il faut savoir où on situe... Et le taux de clic? Alors le taux de clics, c'est entre guillemets encore pire parce que ça va dépendre du contexte de la campagne et de l'objectif. On peut si on est sur des mails d'offres plutôt avec une dimension e-commerce ou avec une action rapide à accomplir derrière, on peut être sur des taux de clics entre 2 et 5%, ce qui sont des très bons taux de clics. Inversement, sur du B2B, sur des choses au long cours ou sur des newsletters, parce qu'une newsletter, il peut avoir un taux de clic extrêmement faible. C'est pas grave qu'une newsletter ait un taux de clic faible, puisque le but c'est d'informer et qu'au contraire la newsletter soit riche en informations. Donc ce sera plutôt le taux d'ouverture qui sera à favoriser, où on est sur des taux de clics qui sont inférieurs à 0,5%. Merci. Merci Vincent. Une autre question ?
Je voulais savoir s'il y avait des techniques en particulier pour éviter de se faire blacklister au niveau des envois en masse. Oui, alors il y a plein de techniques, mais le fondement de tout ça, c'est l'origine de la base d'adresse. C'est-à-dire que il n'y a pas de miracle. Les anti-spam, il y a 2 mails sur 3 qui sont du spam. Donc, il y a des infrastructures extrêmement sophistiquées qui maintenant protègent les messageries, et heureusement, sinon on serait complètement submergé. Donc, la pierre angulaire, c'est comment vous collectez votre adresse, et ensuite, en fonction de cette collecte, quel message vous envoyez en fonction de la promesse initiale que vous avez fait au moment de la collecte. Donc, si je rencontre Norma Clos sur un salon et qu'après le salon, ils me disent on s'est vu sur un salon et on va vous envoyer de temps en temps des informations super intéressantes, et qu'effectivement, on va envoyer des informations super intéressantes, les problèmes de délivrabilité, donc le fait d'arriver en spam versus boîte de réception, seront normalement assez minimes. Inversement, si vous faites de la collecte sauvage, si vous sortez des vieux fichiers, des choses comme ça, où il n'y aura pas de miracle, il y aura toutes les techniques, toutes les technologies du monde ne vous permettront pas d'arriver en boîte de réception. Parce que maintenant, les fournisseurs d'accès, les webmails, sont très très malins dans la manière de filtrer les campagnes. Et voilà. Donc, nous, dans l'emailing, il y a des gens qui travaillent avec plusieurs routeurs, qui travaillent avec Message Business, Smart Focus, voilà, ils basculent de l'un à l'autre, ou ils comparent les deux en permanence. Et les taux sont en général assez proches d'une solution à une autre. La technologie, en fait, il y a des règles de technologie à mettre en place, et là je rentrerai pas dans ce détail-là, parce que ce serait un peu trop technique. Il faut appliquer ces règles, mais au final, c'est de votre côté que les choses se jouent en fonction origine de la base et nature du message que vous envoyez. Il n'y a pas de technique secrète. Est-ce qu'il y a des providers qui laissent plus passer je veux dire, directement en envoi, on peut se faire bloquer si le fournisseur d'accès détecte qu'il y a trop d'envois sur un certain nombre de temps. Est-ce qu'il y a des providers qui laissent plus facilement passer que d'autres? En envoi? Ouais. Là, je peux pas vous dire, en fait. Sur l'envoi, parce que c'est plutôt côté... c'est plutôt réception que la question se pose. En envoi... de toute façon, vous ne pourrez pas envoyer en masse par... À un moment, pourquoi des solutions comme Message Business existent? C'est parce que justement, c'est compliqué d'envoyer en masse. Et donc, à un moment, vous vous tournez vers des solutions professionnelles. Après, vous pouvez essayer d'envoyer en masse via votre serveur sur OVH ou autre. Mais à un moment, vous rencontrerez des difficultés techniques, là, pour le coup, qui vont vous pénaliser. Mais il n'y a pas de... Là aussi, ceux qui envoient, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un serveur d'envoi, il envoie en masse. Si il a des problèmes en termes de blacklist et autres, ça lui coûte... C'est pas les quelques euros qu'il aura gagné avec vous que vous allez lui faire perdre énormément de temps en réputation et en suivi des problèmes et en dialogue avec les autres interlocuteurs techniques. Et donc, il n'y a pas de tuyau magique. Voilà. Merci Vincent, merci Émilie.